Est-ce que vous pensez aux vacances? On va parler des congés payés. Bah oui, c'est important dans Smart et Réglo avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Avocat en droit social, cabinet Berilo. Les vacances approchent et évidemment, on va voir les services RH, Étienne. Donc c'est quand même le thème de saison. Alors ça paraît simple, mais alors j'ai jamais vu un truc aussi compliqué que les congés payés. Alors, il y a peut-être la durée du travail qui est plus compliquée. Peut-être le code du travail aussi. Mais c'est vrai que la prise, et l'acquisition et la prise de congés payés, c'est quand même un sacré morceau. Ouais. Ça marche comment? Alors, schématiquement, Pas pour à essayer de pas. faire simple pour vos téléspectateurs, il y a deux périodes. Une période où on acquiert des congés et une période où on va les prendre. On ne peut normalement pas prendre des congés avant de les avoir acquis, sauf à les prendre par anticipation ou en prendre du sans solde. Donc, ces deux périodes-là sont clairement distinctes. La première période d'acquisition, elle part d'une année N, typiquement 2021. Elle a commencé le 1er juin 2021, elle s'est terminée le 31 mai 2022. Et donc, ces congés payés qu'on a acquis l'année dernière, on va pouvoir les prendre à compter du 1er juin 2022 et jusqu'au 31 mai 2023. Alors, pas à pas, on va essayer de décrypter juridiquement, c'est un petit cours de droit ce matin, la différence entre les jours ouvrés et les jours ouvrables. Exactement. Alors, il y a deux modes de comptabilisation et d'acquisition des jours de congés payés et donc de prise des congés payés. Le mode le plus classique, celui qui est prévu par le Code du travail, c'est l'acquisition de jours ouvrables. C'est-à-dire, les jours ouvrables, c'est quoi? C'est les jours où l'entreprise est censée être ouverte la semaine, c'est-à-dire qu'on exclut uniquement les dimanches et les jours fériés. D'accord. Du lundi au vendredi pour faire ça. C'est du lundi. Alors, non, les jours ouvrables, c'est du lundi au samedi, en fait. Samedi. Oui. Ah, parce que voyez, ça se complique. Mais oui, c'est pour ça que c'est très compliqué. Donc, ça va jusqu'au samedi parce que il n'y a que le dimanche qui est un jour où l'entreprise est censée être fermée, sauf dérogation avec l'inspection du travail. Donc, ça, c'est 6 jours. Et donc, 6 fois 5, 30. On acquiert 30 jours de congés payés au cours de l'année. D'accord. L'autre mode de prise d'acquisition et de prise des jours de congés payés, c'est les jours ouvrés. Et là, effectivement, c'est du lundi au vendredi. Ce sont les jours ouvrés, c'est les jours où l'entreprise est ouverte. D'accord. Donc le week-end, normalement, on ne travaille pas dans l'entreprise. Attendez, donc le samedi et le dimanche, c'est fermé. On a compris la différence, mais est-ce qu'elle a une incidence sur les nombres de jours de congés que je vais acquérir? Exactement, mais oui, tout à fait, parce qu'on va acquérir 30 jours ouvrables, donc 2,5 jours par mois fois 12 jours, soit 12 mois, ça fait 30 jours. Et ça, c'est légal, hein, c'est la base légale. C'est la loi, et par exception, on peut comptabiliser en jours ouvrés, et là, on ne va acquérir que 25 jours. Mais d'un autre côté, qu'on ne compte pas les samedis, eh bien, ça va changer la donne. Je vous donne un exemple pour essayer de rendre les choses un peu plus claires. Ça y est, ça commence un peu à fumer dans ma tête, là. Désolé. Typiquement, quand vous comptabilisez en jours ouvrables, donc du lundi au samedi, si vous partez en vacances une semaine, du lundi au vendredi la semaine prochaine, par exemple, eh bien, vous allez comptabiliser les jours pris lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Vous prenez 6 jours. Si vous partez en vacances du vendredi au lundi suivant, vous allez comptabiliser le vendredi, le samedi, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi suivant. C'est-à-dire que vous allez prendre 8 jours et non pas 6 jours. Donc, vous voyez la différence? Alors que si vous êtes en jour ouvré, vous allez calculer que le vendredi et ensuite du lundi au vendredi la semaine suivante. Il y a une vraie mécanique, des vrais calculs mathématiques pour tout cela, et c'est ce qui rend les choses assez compliquées. Alors, ça, on l'a tous vécu, j'imagine, quand on a été salarié en tout cas, il faut les prendre ensuite, ces congés. Oui. Et là, ça devient plutôt touchy parce que parfois, on ne peut pas les prendre. Parfois, on ne peut pas les prendre, et on l'a notamment beaucoup vu avec la pandémie, où les gens étaient en activité partielle totale, c'est-à-dire ne travaillez pas, mais le principe est que même si vous ne travaillez pas, vous acquérez des droits à congé. Typiquement, les femmes qui partent en congé maternité... Ça tombe, hein, ces jours tombent. Ça continue, c'est exactement. Les femmes qui partent en congé maternité, pendant toute la durée de leur congé, elles continuent à acquérir des droits alors qu'elles ne travaillent pas. Donc elles ont accolé ensuite des congés, et ça fait une durée qui peut être assez longue. Donc par exception, on peut les reporter d'une année suivante. Mais le principe, c'est on doit les utiliser au cours de l'année N+1 dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Si on ne peut pas les prendre, normalement, ils sont perdus. Et on l'a vu donc ou avec payés. La pandémie. Excusez-moi. Alors, non, ils sont perdus. Ils ne sont payés qu'au moment de la fin de la relation contractuelle. Donc quand on démissionne, quand il y a une rupture de contrat, on paye les jours de congé. Alors, il est tout à fait possible de prévoir soit une indemnisation pour les BC, soit un report. C'est ce qu'on a beaucoup fait, un report sur le trimestre suivant ou sur le semestre suivant. Donc ça reste légal. Voilà, ça reste légal, mais il faut un accord quand même. Il faut que ça soit validé par la direction. Ça ne peut pas être imposé ni par le collaborateur, ni par l'employeur. On va rentrer dans les questions pratiques. Je mets de côté les 35 heures, parce que quand les 35 heures sont arrivées, elles sont maintenant entrées dans les mœurs. On avait donc 30 jours de congés payés légaux, ça c'est le droit du travail. Mais venez s'additionner aussi, et c'est là où ça devenait compliqué pour les salariés, des jours de RTT. Les jours de RTT, exactement. Et typiquement, pour reprendre l'exemple dont je parlais tout à l'heure, pour éviter d'avoir à poser 8 jours de congés payés,
salariés ont posé le vendredi en RTT de manière à ne prendre que 6 jours de congés payés la semaine suivante. C'est éviter de consommer 2 jours en trop. Mais effectivement, c'est bien se rajouter aux jours off, aux jours de repos du collaborateur. Étienne, l'enveloppe des RTT, on a compris que c'était 30 jours, ça c'est classique, c'est les 5 semaines de congés payés, ça a été négocié, validé et c'est dans la loi. Les RTT, ça va de combien à combien? Ça peut aller de combien à combien? Alors, généralement, ça va jusqu'à 11-12 jours de RTT. En fait, c'est fonction de la durée du travail, puisque le jour de RTT, c'est une rémunération en non-espèces d'heures supplémentaires réalisées. Donc si vous faites 37 heures 30 ou si vous faites 39 heures, vous acquérez des jours de repos qui viennent compenser le fait que vous travaillez plus que 35 heures. Vous avez tout à fait raison. Alors, des questions pratiques, parce que ça, c'est des questions qu'on pose aux avocats, souvent même en téléphone, en hotline. Est-ce que j'ai le droit de prendre mes 5 semaines de congés payés en bloc? Alors, c'est effectivement des questions que l'on est confronté, notamment avec l'été qui arrive et des gens qui n'ont pas pu voir leur famille pendant longtemps à cause des restrictions. En fait, normalement, non. On doit prendre son congé principal de 4 semaines maximum, donc 24 jours. Il y a des exceptions, par exemple, quand on a de la famille qui réside à l'étranger ou avec l'accord de l'employeur. Typiquement, beaucoup d'ultramarins prennent leurs 5 semaines pour pouvoir, vu la durée du trajet, pour aller dans la famille pendant les congés estivaux. Mais ça se fait avec accord de l'employeur. Outre-mer, par exemple. Exactement. Ça se passe. Mais normalement, le principe, c'est on prend maximum 4 semaines d'affilée l'été, donc en période du 1er mai au 31 octobre. Globalement, il y a encore, je pose une question tout à fait naïve, mais est-ce qu'il y a encore des entreprises qui sont qu'à 30 jours de congés payés? Alors, les entreprises qui sont à 30 jours, c'est je dirais, la majorité, puisque c'est vraiment les jours ouvrés à 25 sont vraiment l'exception. Après, en matière opérationnelle, oui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont qu'à 30 jours, mais les grands groupes et beaucoup de grandes entreprises, ou ceux qui sont soumis à des conventions collectives qui prévoient des jours complémentaires, sont au-delà de 5 semaines de congés payés. Oui. D'accord, donc une grande majorité quand même sont au-delà des 5 semaines de congés payés. Notamment dans les grands groupes. Les petits, non, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre non plus d'avoir des salariés trop souvent absents. Mais dans les grands groupes, il y a des jours qui ont été accordés. Et puis quand on dépasse la durée du travail, vous avez raison, ce ne sont pas des congés payés, ce sont des jours de RTT, mais on a plus de jours de repos. Oui. Donc plus de jours de repos qu'on n'appelle pas des jours de congés. Congés payés, non, le régime est différent. Mais pour le salarié, c'est quand même considéré comme un jour de congé, c'est-à-dire que c'est un jour où vous n'avez pas au travail. Et d'ailleurs, on a beaucoup de questions aussi sur les forfaits jours, parce que comme c'est une mécanique inverse, puisqu'on part des 365 jours annuels, et puis après on déduit les samedis, les dimanches, les jours fériés, et les 5 semaines de congés payés pour laisser une résultante entre 10 et 12 jours de repos. La mécanique est inversée et souvent les gens associent ces jours-là aux jours de congés payés. Quelques sujets auxquels vous êtes confrontés, parce que ça c'est en période de mer calme, mais il y a aussi les périodes de rupture de contrat, de préavis, et tout ça doit se calculer. Il y a souvent des litiges sur cette question. Tout à fait, et c'est là que le bas blesse, ou en tout cas que des questions sont posées, que nous sommes sollicités. Typiquement, je prends mes congés alors que je suis en préavis ou je tombe malade. Schématiquement, si on tombe malade pendant ces congés, ça n'a pas d'impact sur les congés. Ça ne fait pas décaler les congés. Si vous cassez la cheville en faisant du scooter l'été sur les chemins de Sicile, vous allez quand même prendre vos congés et vous n'allez pas avoir un arrêt maladie qui va venir se rajouter aux congés. L'arrêt maladie s'insère dans les congés. À l'intérieur des congés. Exactement. En revanche, si vous tombez malade avant de partir en congé, alors que les congés étaient posés, là, la période du congé est décalée de la fin Ça veut dire que j'ai un arrêt maladie de 8 jours et j'allais partir le lendemain en congé. Mes congés démarreront qu'à la fin de mon arrêt maladie. Oui. Et donc ça décale d'une semaine mon retour dans l'entreprise, on est d'accord. Soit on revient le jour prévu, parce qu'en termes d'organisation c'était obligatoire, et auquel cas ces congés-là qu'on n'a pas pu prendre parce qu'on était malade, on les utilise à un autre moment, soit effectivement on les accole et on revient plus tard. Bon, après il y a des cas de figure où la rupture se fait pendant les vacances. Oui, alors ça effectivement... Là, c'est une bêtise. Alors, humainement, c'est pas très bon. Maintenant, quand on est confronté à des fautes graves ou à ce genre de situation, on peut pas faire autrement parce qu'on est enserré dans des délais en tant qu'employeur. Mais typiquement, la notification du licenciement qui intervient pendant les congés, le point de départ du préavis, c'est la fin du congé. Quand on est, en revanche, le préavis a déjà commencé et qu'on avait posé ces congés et qui tombent au milieu là, du coup, le délai du préavis est différé après le congé. Il nous reste très peu de temps, mais est-ce que vous, l'avocat, le spécialiste du sujet, vous dites qu'il faut un jour ou l'autre simplifier tout cela, ou ça vous convient, vous, en tant que praticien ? Non, il y a une principale mesure à simplifier, mais ça, on peut le faire par accord d'entreprise. C'est ce que je fais, ce que je recommande, et mes clients, heureusement, me suivent assez régulièrement. C'est de décaler les prises, les périodes de prise, 1er juin, 31 mai,
qui n'est pas très cohérent, notamment pour les forfaits jours. Mais On aligne les civils, ça évite des cauchemars. Janvier-décembre. Évidemment. Bien sûr. Pour les DRH, c'est un cauchemar de juguler la question de l'acquisition et de la prise des congés sur une période qui n'est pas la même que l'année civile pour typiquement les jours de RTT. Ça m'a toujours fait halluciner de devoir prendre ses vacances. On a jusqu'au 31 pour déposer les congés. Enfin, ça reste un casse-tête. Et autre sujet aussi, c'est peut-être la possibilité plus simple de prendre plus rapidement des jours qu'on acquiert, un peu comme on le fait pour le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il y a plus de décalage d'un an. Ça évite d'avoir aussi cette mécanique. Et on n'a plus le temps, mais on pourrait parler aussi du compte épargne-temps, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui disent, moi j'ai plein d'heures et de jours, et il faudrait me les payer. L'employeur dit non, je ne les paye pas. Vous les prenez, point barre. Et puis on parlera de l'indemnité peut-être la prochaine fois. Ah oui, alors ça aussi c'est un casse-tête. L'indemnité des congés payés, ça on reste dans le casse-tête, mais on va le garder pour la prochaine fois. Allez, d'accord. Merci Étienne Pujol d'être venu nous rendre visite, cabinet Berilo, avocat spécialiste, vous l'aurez compris, en droit du travail. On fait une courte pause.